Bakary Samb, bonjour. Bonjour. L'attaque d'un restaurant dimanche soir à Ouagadougou, suivie d'une prise d'otage. Est-ce que c'est exactement le même scénario qu'il y a un an et demi au café Cappuccino, ou bien est-ce que vous voyez des différences? Le modus operandi de la dernière attaque laisse croire quand même à une similitude par rapport aux attaques qu'on a connues avec le Cappuccino et le Splendide, mais tout de même, le Burkina Faso n'a pas cessé d'être attaqué depuis les attentats de 2015 et de 2016. En novembre 2016, il y avait déjà un double attentat à Soum, à Digo et à Petega, avec les attaques à Ariel. Et en mars 2017, les mêmes attaques à Baraboul. Et trois autres attaques en juin dans la région de Soum. Donc, toutes ces localités-là, telles que les localités de Titabe, de Seitang et de Tintakof, ont continué à être la cible des djihadistes et de manière continuelle. C'est-à-dire que le Burkina Faso, dont le premier attentat marquait la fin des exceptions en Afrique de l'Ouest, commence malheureusement à s'habituer avec le phénomène djihadiste pour un pays qui a constitué un exemple de stabilité, un modèle de cohabitation et où règne une véritable cohésion sociale. Pour vous, c'est ce modèle que sont venus attaquer les djihadistes? Le Burkina Faso donc, symbolisait un modèle dans le sens de la cohabitation pacifique entre toutes les communautés religieuses et que le djihadisme veut remettre en cause, notamment avec l'émergence d'un djihadisme endogène avec Boureima et son groupe Ansarul Islam, ce qui constitue une nouveauté. Si l'on sait que jusqu'ici, c'était des groupes plutôt transnationaux comme Al-Mourabitoun, Al-Qaïda au Maghreb islamique, etc., qui opéraient dans cette région du Sahel. La société burkinabé est-elle perméable aux divisions religieuses? Je crois qu'il y a une capacité de résilience au Burkina Faso, comme on l'a trouvé d'ailleurs en Côte d'Ivoire, qui fait que il sera difficile d'arriver à un djihadisme de masse dans ce pays-là, en tout cas au niveau de la population, a encore des capacités de résilience, des capacités de faire régénérer ces ressources culturelles qui ont été à la base de ce modèle tant cité en Afrique de l'Ouest. Quelles peuvent être les autres raisons qui font du Burkina une cible privilégiée des djihadistes aujourd'hui? Il y a aussi la volonté de faire du Burkina Faso, qui est un pays carrefour, un espace d'extension des zones d'intervention des groupes djihadistes. Il faut quand même noter que au Burkina Faso, pas moins de 6 groupes sont impliqués dans des enlèvements et des attaques. Al-Sardine, le Front de libération du Massina, l'État islamique au Grand Sahara, Ansar Islam du Malam Bouraï Madiko et tant d'autres. Si l'on sait que ce pays aujourd'hui est entrenaillé avec plusieurs opérations militaires en même temps, l'opération Seno qui est menée par les forces maliennes dans le nord-ouest, l'opération Tapoa à l'est du pays et l'opération Séguéré au nord et en alliance avec les forces togolaises. Néanmoins, tout semble avoir commencé en 2015. Il y a eu une forme de rupture avec le départ de Blaise Compaoré. Tant que cette forme, je ne dirais pas de gentleman agreement existait, le Burkina était épargné. À partir de la transition et de la fin de la transition, le départ de personnalités comme Djendéré et d'autres, on voit quand même qu'il y a une détérioration du climat sécuritaire. Bamako, Grand Bassam, Ouagadougou, est-ce qu'on assiste à une progression inexorable du djihadisme vers le sud à partir du Mali? Avec les frontières maliennes qui ne sont plus seulement un problème pour le Mali, mais un problème pour tous ses voisins. Rappelons-nous que Grand Bassam, ça a été effectué à partir des frontières maliennes. Les premières attaques sur le Burkina Faso aussi, c'était à partir de ces mêmes frontières maliennes. C'est-à-dire qu'avec le phénomène des ventres mous, on est entré dans une généralité de la vulnérabilité de tous ces pays-là et que les exceptions n'existent plus. Les chefs d'État appellent à renforcer la lutte contre le terrorisme au Sahel. Est-ce que le G5, pour vous, est la solution? On ne peut pas se contenter seulement de solutions sécuritaires. Vous savez, si les solutions militaires étaient des solutions durables contre le terrorisme ou contre l'extrémisme, il n'y aurait pas encore de talibans en Afghanistan, malgré une quinzaine d'années de présence américaine. Il n'y aurait plus de djihadistes au nord du Mali avec Serval et Barkhane. Mais je crois que les politiques d'ajustement structurel sont venues dans les années 90 affaiblir nos États,
tué complètement le système éducatif et ce qui a donné beaucoup plus de visibilité à ces groupes-là qui se substituent à l'État et profitent des vulnérabilités, profitent aussi de la porosité des frontières, à côté des solutions sécuritaires qui s'imposent pour la gestion des urgences. Il faut réfléchir à une véritable stratégie préventive en amont avec des solutions de développement, l'éducation. Bakary Samb, merci beaucoup.